Bon, Lisa Hous, donc je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui dans le cadre de nos capsules sur la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, capsules qui sont éditées par la SFPEA DA, à laquelle nous appartenons toutes les deux. Et Lisa Hous, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es psychiatre d'enfants et d'adolescents, spécialisée dans le développement des tout-petits et professeure de psychiatrie à l'Université de Liège en Belgique. Alors aujourd'hui, on se voit pour parler des classifications et de leur place justement dans notre discipline. La première question que j'aurais envie de t'adresser, c'est selon toi, quelles sont les classifications concernant les troubles psychiatriques qui font une place raisonnable à l'enfant? Alors, on connaît deux grandes classifications. Le DSM, qui en est à sa 5e version et qui est basé sur la description multiaxiale de manière statistique des troubles mentaux et qui réserve une partie spécifique aux troubles de l'enfant et de l'adolescent, mais qui ne décrivent pas l'intégralité de ces troubles, notamment l'anxiété et la dépression sont décrites avec des systèmes adultes. Il y a la classification internationale des maladies qui est plus basée sur la description de patients prototypiques plus que de critères comme le DSM, qui accorde également une petite partie de cette classification à l'enfant et de l'adolescent. Et puis, en dehors de ces deux grandes classifications, il y en a une troisième, le PDM2, le manuel diagnostique psychodynamique de Linjardi McWilliams, qui est aussi multiaxial, un axe de personnalité, un axe de fonctionnement et un axe syndromique, et qui est plus basé sur un complément à ces deux classifications. Cette classification a aussi une partie pour l'enfant et l'adolescent, mais aucune n'y est spécifiquement consacrée. En revanche, on a 4 autres classifications qui sont spécifiquement dévolues à l'enfant et de l'adolescent, surtout développées en pays francophones, mais pas que. La classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, la CFT-MEA, qui a été récemment révisée pour s'aligner avec les critères de la classification internationale des maladies et qui avait vraiment pour but à l'origine d'être un recueil de données cliniques facilement mobilisables et qui décrivait selon 6 catégories principales les troubles de l'enfant et de l'adolescent. Il y a la déclinaison du manuel psychodynamique qui s'appelle l'OPDCA, le manuel diagnostic opérationnalisé psychodynamique de l'enfant et de l'adolescent qui a de la même manière 5 axes. Donc, toutes ces classifications sont multi-axiales. Il y a la 023 et la 025 qui a été, ce sont des classifications qui sont spécifiquement dévolues à la petite enfance, qui ont été proposées dès 1994 et plus tard avec une extension à 0,5 ans, qui ont essayé de mettre en exergue les spécificités précoces développementales de l'enfant et de l'adolescent. Et puis, il y a eu un essai en Suisse avec Palacio et Spaza et publié en 1994, ce qu'ils appellent le diagnostic structurel, qui est plutôt issu des catégories décrites par Anna Freud et qui a une vision plus purement psychopathologique au sens d'avoir quelque chose de plus descriptif et en même temps basé sur des concepts psychodynamiques. Est-ce que tu penses que ces catégories sont suffisamment, ces classifications, pardon, sont suffisamment connues, sont suffisamment enseignées, sont suffisamment diffusées? Alors, évidemment, le DSM et la CIM-10 sont très connus et très diffusés. La 025 ou la 023 aussi, mais n'ont pas acquis la place que leurs auteurs voudraient leur donner, notamment dans les troubles du neurodéveloppement. Quant aux autres, les deux classifications psychodynamiques, la CFT-MEA et la classification suisse, sont utilisées essentiellement en pays francophones, sont parfois catégorisées comme obsolètes ou ne répondant pas aux catégories qui ont été décrites et sont très peu utilisées. Elles ne sont pas tellement opérationnalisables en termes d'outils de recherche et d'outils de dialogue international entre praticiens, ce que veut être la CIM-10 et le DSM-5, la CIM-11 maintenant et le DSM-5. Et alors, avec toute cette évolution quand même historique, c'est un sujet qui existe depuis longtemps et qui est en constant remaniement, tu dirais que les enjeux actuels
sont de quel ordre autour de ces classifications? Les enjeux, ils sont ceux de la considération psychopathologique actuelle. Quels sont nos modèles en psychopathologie avec un glissement depuis, je dirais, au moins une dizaine d'années, depuis des classifications diagnostiques qui ont évolué. On voit qu'il y a eu 5 versions pour le DSM, 11 versions pour la CIM, qui essayent de s'adapter à la fois aux connaissances neuroscientifiques qu'on a sur la psychopathologie et puis à l'évolution aussi d'un certain nombre de lobbies qui ont été très importants dans la création des catégories dans le DSM-5, mais qui sont essentiellement basés sur des catégories, c'est-à-dire une dimension, il y a des troubles qui doivent correspondre à certains critères. Or, actuellement, les modèles psychopathologiques, à la fois dans ce qu'on connaît de la conception longitudinale des maladies qui ont leurs racines dans la petite enfance et à la fois l'orientation vers une perspective beaucoup plus dimensionnelle ne sont que partiellement compatibles avec ces catégories. Et il y a donc un mouvement qui a été de dire et qui a été d'ailleurs mis en place par ceux qui ont été les plus fervents défenseurs du DSM, comme Thomas Inzel, de dire c'est important pour dialoguer, mais ça ne rend pas compte de la psychopathologie. Il y a eu donc des perspectives différentes, alternatives, pour essayer de rendre compte à la fois de l'évolution tout au cours de la vie, des trajectoires, et à la fois de ces dimensions. Et donc, ces modèles alternatifs, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, alors il y a eu essentiellement, je dirais, 3 modèles alternatifs. Le premier, c'est le domaine des RDoC, Research Domain of Criteria, c'est-à-dire c'est un modèle qui dit il est important d'analyser 5 niveaux d'observation ou en tout cas de systèmes qui sont les systèmes de valence négative, le système de valence positif, le système cognitif, le système des processus sociaux et le système régulatoire, et qu'il faut les analyser à différents niveaux, c'est-à-dire au niveau le plus des gènes, en passant par les molécules, les cellules, les circuits, jusqu'à l'expression symptomatique, pour essayer d'argumenter de manière beaucoup plus neuroscientifique les niveaux d'observation et les constellations psychopathologiques en décrivant des altérations de système. Et donc, Thomas Inzel dit, c'est qu'en connaissant mieux à la fois les niveaux de système atteints et les niveaux de description qu'on va arriver à décrire les processus neurobiologiques qui sous-tendent les pathologies. Donc ça sert à mieux renseigner les catégories, mais ça ne peut pas rendre compte de la psychopathologie et des troubles tels qu'on les constate. Et donc parallèlement, il y a un système qui s'appelle le HiTOP, la classification hiérarchique, une taxonomie hiérarchique de la psychopathologie qui dit, eh bien, on va créer des systèmes hiérarchiques en termes à la fois de développement et de description qui va partir d'un facteur général P, psychopathologique, y a-t-il ou n'y a-t-il pas de trouble qui va au fur et à mesure du développement de l'enfant se spécifier à des niveaux de grands systèmes biologiques, les systèmes internalisés, externalisés, qui vont être décrits eux-mêmes au niveau de systèmes plus fins, les systèmes par exemple, de régulation de l'humeur, de régulation de l'attention, de régulation de l'alimentation et du sommeil, et qui vont eux-mêmes être décrits en constellations symptomatiques et syndromiques qui vont décrire des pathologies. Et les modèles actuels disent, c'est en confrontant à la fois le niveau du RDoC, du plus top-down, du plus biologique de la description, et donc avec un système plutôt bottom-up qui est la classification hiérarchique taxonomique de la psychopathologie, qu'on va arriver à faire se rencontrer des niveaux descriptifs de différentes organisations avec les systèmes biologiques qui les sous-tendent. Et c'est cette complémentarité du système RDoC et HiTOP est tout à fait intéressante pour arriver à la fois à concevoir les processus biologiques qui sous-tendent et les niveaux descriptifs. Et puis, il y a une troisième alternative qui est possible grâce à l'intelligence artificielle qui dit il faut qu'on ait moins de présupposés théoriques qui sous-tendent ces descriptions et on va mettre dans la machine un certain nombre de symptômes et on va regarder quelles sont leurs co-occurrences. Et plutôt que d'avoir une description a priori de grands syndromes,
on va regarder comment ils s'organisent entre eux, comment s'organisent les comorbidités, et on va décrire des constellations syndromiques peut-être débarrassées de ces présupposés théoriques pour arriver à mieux cerner, par exemple, comment l'anxiété et la dépression sont peut-être un même système et non pas, puisqu'ils sont hautement comorbides, on sait que les antidépresseurs sont les meilleurs traitements de l'anxiété, et donc on va revenir à quelque chose qui est beaucoup plus descriptif. Alors ça, c'est des modèles qui tentent effectivement d'approcher la complexité de la clinique. Est-ce qu'à ce jour, ils sont une aide à penser aussi pour le clinicien, ou est-ce qu'ils sont surtout utilisés dans une recherche qui va vers la conceptualisation des troubles? Alors, RDoC, iTop et ces modèles computationnels restent encore des modèles de recherche et des modèles conceptuels qui ne sont pas utilisés. On utilise encore les deux grandes classifications, la CIM-11 et le DSM-5. Mais néanmoins, ces nouvelles alternatives ont le mérite à la fois de mettre l'accent sur les dimensions qui caractérisent mieux, puisque on peut être à deux extrémités d'une dimension sans avoir à un moment un cut-off qui dit qu'on n'est pas dans la pathologie. Je rappelle quand même que ce qui fait trouble, c'est ce qui gêne la personne et son entourage dans au moins deux contextes différents. De mettre l'accent aussi sur les trajectoires et le développement, avec l'idée que en pédopsychiatrie, si c'est quelque chose qui était communément admis, ça le devient plus en psychiatrie adulte, c'est-à-dire que les pathologies prennent leur source dans la conjonction entre ce qui serait une vulnérabilité neurobiologique et une influence de l'environnement qui vient ou révéler cette vulnérabilité ou au contraire essayer de l'atténuer. Et donc c'est une trajectoire qu'il importe de développer plutôt qu'un diagnostic. Et puis ces modèles essayent aussi, en tout cas pour les modèles psychodynamiques et peut-être pour les modèles de la taxonomie hiérarchique, de dire que peut-être il ne faut pas étudier les symptômes et les syndromes en troisième personne, c'est-à-dire d'une observation extérieure et complètement neutre, mais que des modèles aussi comme la 0-3 ou la 0-5 disent qu'à la fois on peut étudier ces modèles en deuxième personne, c'est-à-dire l'enfant dans son contexte, hein, et les modèles psychodynamiques, la personne, enfin, le symptôme en première personne, c'est-à-dire sur le plan phénoménologique ou intrapsychique, qu'est-ce que ressent le sujet. Donc, dimensionnalité, première, deuxième personne, ajoutée à la troisième personne, sont les grandes tendances que la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ce tournant qu'elle prend, et qu'elle peut aussi imprimer pour la psychiatrie adulte. Et donc, ces modèles sont tout à fait, par ricochet, précieux pour le clinicien. Tu as l'air de souligner que ces alternatives doivent beaucoup finalement à la réflexion sur le développement de l'enfant et la trajectoire de vie. Absolument, ça remet en place l'importance de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dans la compréhension des troubles tout au long de la vie et même pour la sénescence. Et je pense que ça pourrait peut-être rééquilibrer la part de la pédopsychiatrie dans la compréhension des phénomènes adultes et puis surtout la part de cette compréhension dans les racines extrêmement précoces, dont on sait maintenant qu'elles peuvent être même préconceptionnelles ou autour de ce qu'on appelle les 1000 jours, et que ces influences-là sont tout à fait importantes. Et ça peut aussi faire reconsidérer nos modèles de ce qu'on appelle le risque. Un modèle qui me semble intéressant, c'est celui des géographes qui disent que le risque, c'est la conjonction entre cette vulnérabilité dont je parlais tout à l'heure et l'aléa qui est l'environnement. Et l'environnement dont on connaît l'influence épigénétique, c'est aussi l'environnement qu'un enfant peut trouver auprès de personnes comme les pédopsychiatres, les psychologues et tous ceux qui s'occupent de la psychopathologie précoce de l'enfant et de l'adolescent, que nous sommes des acteurs extrêmement importants de cette influence précoce qui peut diminuer un risque, peut-être pas une vulnérabilité, mais atténuer l'importance du risque de la vulnérabilité grâce à une intervention environnementale. Bon, merci beaucoup Lisa d'avoir rendu un peu de complexité, d'épaisseur finalement à ce sujet qui parfois peut être transformé sur un mode un peu simplificateur, et ça nous donne à penser. Je te remercie beaucoup pour ce temps accordé aujourd'hui. À très bientôt. J'espère que ça va susciter des vocations pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.